lui tout seul, il a fait sortir 2 latéraux, frère. Camboré les a sortis 2 fois parce qu'il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus, il y en a un, il l'a mis à poil. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront s'ils voient ce podcast. Et il y en a un qui est rentré, qu'au bout de 15 minutes, il a dit à son coach, il pouvait Stop. plus. Voilà, ça c'est un TEP. Oh, vraiment, je te jure. Et donc, tu as vécu la montée en Ligue 1 avec Monaco parce que tu étais en Ligue 2. Vous étiez en Ligue 2. Je l'ai vécu à demi-teinte. Ouais, c'est-à-dire. Eric, comment vas-tu? Écoute, là, tu arrives dans un moment où j'aurais préféré que tu viennes pas parce qu'on a perdu ce week-end. Là, tu es dans mon club. Là. Ok. Je joue actuellement depuis un peu moins d'un an au FC Moussac. FC Moussac. Ceux qui écouteront ce podcast, ils se renseigneront pour ce club. Ok. C'est un petit club de ma région où voilà, ils m'ont fait l'opportunité de les rejoindre l'année dernière et je suis content de jouer dans ce club-là. Du coup, je vous accueille chez moi au FC Moussac. Eh ben, je te remercie. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en tout cas, Eric Marester, tu es né le 12 juin 84. Oui. Hein, Villeneuve-la-Garenne. Oui. Poste principal, défense, latéral droit. Mais on me dit, dans mon oreillette, on me dit qu'a priori, tu aurais été formé 10. Écoute, ce qu'on te souffle dans ton oreille, c'est vrai. Après, c'est vrai que ceux qui me connaissent, qui m'ont connu que pendant ma carrière, ils en doutent, parce que je n'étais pas un défenseur très technique. Mais c'est vrai que j'ai été formé offensif, numéro 10 en plus, qui plus est. Ok. Et quand j'ai signé mon premier contrat pro, c'était sous ce poste-là. Sauf que j'ai eu des coachs qui ont vite compris qu'au final, ça allait pas le faire et qu'il faudrait un petit peu décaler, redescendre petit à petit. Ça s'est pas fait d'un coup. Hein. Ouais. En réserve, on a commencé à mettre 6, tu vois, tout doucement. Et après, il y a un coach qui m'a dit les vraies vérités. Il m'a dit, écoute, avec moi, tu joueras pas devant. Si tu veux jouer et espérer aller plus haut, mets-toi derrière. Parce que physiquement, voilà, j'étais quand même assez costaud, assez tonique et tout, mais offensivement, j'étais vraiment pas assez efficace. Et du coup, ce coach-là, il s'appelle Jean-Marc Furlan d'ailleurs. Ok. Et c'est lui qui m'a dit, voilà, aujourd'hui, c'est le seul poste où je vois que tu pourras réussir à latéral droit. Donc essaye là et voilà. Et du coup, Donc de 10 à latéral droit au final. Ouais, mais passe par 6 quand même. 6 aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, FC Moussac, je joue 6. Ok. Je leur ai dit tout de suite que les côtés, je pouvais plus trop Ça maintenant. aidé. Donc du coup, fallait me recentrer. Et du coup, voilà, je suis passé par 6 une année en réserve et après, toute ma carrière en tant que latéral droit. Ouais. Eh ben ouais, parce que du coup, tu me fais ma transition. Beaucoup de clubs. T'es formé à 3. Ouais. Bastia, Monaco, Arles-Avignon, Auxerre, Ajaccio. Tu termines à Strasbourg. Ouais. Quel palmarès Écoute, au niveau des clubs. Ouais, c'est ça comme ça. Je suis resté très longtemps à 3 parce que c'est mon club formateur. Ouais. Et du coup, j'ai été en 99. J'ai fait mes 4 ans de formation là-bas avant mon premier contrat pro. Et en pro, je suis resté quand même 4 ans. Mais c'est vrai que dès que je suis parti après à Monaco, j'ai quand même fait beaucoup de changements. Ouais. Pas par volonté personnelle, c'est juste que voilà, à Monaco, en arrivant là-bas, il y a les Russes qui sont vite arrivés, donc ils ont fait un coup de Karcher un peu à l'équipe en place. Donc du coup, j'ai dû partir assez rapidement. Et puis après, à chaque fois dans les clubs où je me suis engagé, il faisait que je devais partir à un moment donné. Voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du football. Je signais à chaque fois en plus pour 2 ans et je ne faisais jamais les 2 ans. Donc après, c'est comme ça, voilà. Il y a des trucs qui ne s'expliquent pas. Voilà, il y a des changements qui se font, des fois des changements de code, des fois des changements de direction et qui t'emmènent autre part, tout simplement. Ah ouais, parce que tu as connu la Ligue 1, la Ligue 2. Ouais, la Ligue 1, c'est bien de le dire parce que c'est arrivé qu'une seule fois au final. Donc il faut quand même le dire. Je te le fais pas dire, voilà, j'allais C'est arrivé qu'une fois, c'est arrivé qu'une fois et... Comment tu l'expliques? Un seul match. Un seul match 340. sur 340. Comment je vais t'expliquer ça bien? Tout simplement qu'à 3, à l'époque où je passe pro et je ne suis pas encore pro, on est encore en Ligue 1, mais c'est le dernier match de championnat. Du coup, tous les pros ne veulent plus trop jouer, on est déjà relégués. Du coup, ils se disent on va piocher un peu les jeunes. Et moi, à cette époque-là, j'avais un coach qui poussait grave ces jeunes, tu vois. Je faisais partie quand même, pas des meilleurs, mais des bons. Et du la coup, bonne génération. Exactement. Du coup, il nous a poussé à cette époque-là. On avait Damien Perkis qui a fait une belle carrière, Christian Nadé et moi-même, il nous poussait. Du coup, il a dit au coach de la Une, prends-le lui. Du coup, ils m'ont pris. Et du coup, mon premier match en pro, en Ligue 1, c'était à Monaco, 2003. Et c'était le seul. Voilà, parce qu'on descendait après en Ligue 2. Et après, la carrière a fait que, on va dire que je n'ai pas été assez bon pour la retrouver. Pourtant, tu avais connu Monaco.
Voilà, grand club de Ligue 1. Oui. Après, j'ai envie de te dire, Monaco, par rapport à ma carrière, ça reste une chance. Parce que quand tu as joué qu'en Ligue 2, toute ta carrière, pour dire que tu as joué en Ligue 2 à Monaco, c'est une chance. Parce qu'il y a des mecs qui jouent en Ligue 1 et rêveraient de jouer à Monaco et ils joueront peut-être jamais à Monaco. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir y jouer à une mauvaise période pour eux parce qu'ils étaient en Ligue 2 et c'est le seul moment de leur carrière où ils ont été en Ligue 2, de leur histoire, je veux dire. Mais moi, ça a été ma chance. Je partais de Troyes où j'avais fait toute ma formation, où j'avais tout connu à Troyes, monter en Ligue 1, descente en National, monter en Ligue 2, bref, j'ai tout connu. Ouais. Et j'étais arrivé à une période où je voulais changer et l'occasion de Monaco s'est présentée parce qu'eux, ils descendaient en Ligue 2, sinon jamais je signe à Monaco. Il faut se dire la vérité. Donc du coup, ils cherchaient des joueurs aguerris à ce championnat de Ligue 2, ce que j'étais à l'époque. Et voilà, ils ont fait appel à moi et j'ai été en courant. Voilà. Parce que, ouais, comme je te dis, Monaco, pour moi, ça reste une grande fierté dans ma carrière d'avoir pu jouer à Monaco. Tu peux. Comment t'es tombé dans le football? Franchement, je suis tombé, je pense, comme beaucoup de jeunes, très, très simplement. J'habitais dans un quartier, comme tu as dit, je suis né à Villeneuve-la-Garenne. J'habitais dans un quartier où tout le monde joue au football. Voilà, il y a des grands bâtiments de partout, des terrains rouges, et voilà, tout le monde joue au football. C'était normal, en fait, tu ne te posais même pas la question. Et du coup, j'y jouais. J'avais mon grand frère qui jouait aussi, et mon grand frère qui était un joueur que je trouvais d'ailleurs très talentueux. Je voulais faire comme tout le monde. Tu veux faire comme ton grand frère, il est bon, tu veux faire comme lui, alors que j'étais moins bon. Mais du coup, voilà, de fil en aiguille, je me suis mis au football. Mon grand frère, il était bien meilleur que moi. Et, là, on y est. Ouais, il était bien meilleur que moi, je m'en cache pas. Tout le monde le disait. Ton grand frère était meilleur que toi. Ouais, il n'y a pas photo. Ouais, il y a pas photo. Genre, même au quartier, tout le monde le voyait. Il est parti très jeune au Racing Club de Strasbourg, au Racing Club de France. Okay. C'était l'un des meilleurs clubs à l'époque. Oui. À Paris, même le PSG, il luttait contre nous. C'est-à-dire qu'on tapait tout le monde. Mon frère il est parti très jeune là-bas, donc je fais pareil, je l'ai suivi. Ouais. Et il est parti aussi à Clairefontaine, ce qui est encore aujourd'hui une référence. Une référence. Et il était à Clairefontaine. J'ai aussi essayé d'y aller, mais la dernière étape, ils m'ont mis une claque, ils m'ont pas pris. Du coup, voilà, moi j'ai toujours voulu faire comme mon grand frère. Et comme je sais, pour moi, il était vraiment meilleur que moi. Mais voilà, je marchais dans ses pas et tout. Lui, il a été ensuite au centre de formation de Metz. Ça a très bien marché pour lui jusqu'au moment fatidique, passé pro, où il y a toujours, les taux se resserrent. Hein, et du coup, il avait quand même pas mal de blessures et tout. Et malheureusement, il n'est pas passé. Et pour la petite histoire, il était en concurrence avec un joueur qui s'appelle Signorino, qui jouait jamais. Et lui, il a signé pro et a fait une très belle carrière. Et mon frère, il n'est jamais passé. Incroyable. Et voilà, tu vois, c'est le football. Et moi, j'étais moins bon. C'est le foot. Pas pris à Clairefontaine. Ouais. Et je signe pro à 3 et je suis au centre de formation à 3. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Il y a plein d'aléas dans le football. Et malheureusement ou heureusement, il n'y a pas que le talent qui fait que tu vas au plus haut niveau. Du coup, tu es à 3. Ouais. Tu es prêt à Bastia? Ouais. Toujours ce Jean-Marc Furlan qui décide que du coup je dois être latéral droit. À cette époque-là, il y a donc Bastia qui cherche un latéral droit. Ouais. Eux ils sont en Ligue 2, nous on est en Ligue 1 et du coup ils cherchent un latéral droit. À cette époque-là, donc ils cherchent, mais ils ne demandent pas moi. Ils demandent du jeu. Là le coach il me l'explique. Il demande Alexandre Dujeu, tu vois, il voulait un joueur aguerri aussi à la Ligue 2 et tout ça, parce qu'il voulait monter, il venait de redescendre de Ligue 1, Bastia aussi. D'accord. Et là, du coup, j'ai le coach donc, qui dit à parce que c'est son ami d'enfance, Padovani, il lui dit, écoute, moi, je vais te conseiller un joueur, tu fais comme tu veux, mais moi, j'ai décidé de le mettre latéral droit, c'est une petite bombe, essaye-le. Si ça te va, tu le prends, si ça ne te va pas, je te laisse du jeu. Tu vois. Du coup, je vais laisser un connu au bataillon, je vais laisser à Bastia avec mon baluchon, tac, 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 j'y vais. Incroyable. Et je casse tout parce que j'ai la dalle, parce que j'ai envie de jouer. Je me dis la Corse, en plus, c'est dit, c'est Bastia. C'est une belle équipe à cette époque-là. Ils venaient de descendre, mais en plus, le joueur qui jouait à ce poste-là, c'était Pascal Chibonda qui avait fait une grosse saison. Grosse saison aussi. Voilà, ils avaient des vrais joueurs, tu vois. Et du coup, je me suis dit, là, c'était ma chance. Donc j'ai été comme ça, avec les dents comme ça. Je me suis dit, non, il faut que j'y aille, que je casse tout. Et voilà, et du coup, franchement, c'est bien passé. J'étais parti pour une semaine d'essai. Au bout de 3 jours, j'ai le coach, donc Casoni, à cette époque-là, Bernard Casoni, qui me convoque dans son bureau et qui me dit écoute, tu me plais, voilà, tu me plais, ce que tu fais, ça me plaît et voilà, je veux que tu viennes. Est-ce que ça te va? Je lui dis bien sûr, je suis venu là pour ça. Laisse-moi retourner à toi chercher mes affaires. Et du coup, voilà, ça s'est fait rapidement. Au bout de 3 jours, j'ai été pris à Bastia et du coup, j'étais super content. Je suis rentré à 3, j'ai pris mes affaires et c'était parti pour ma première année en prêt à Bastia. Donc pré-Bastia, ensuite tu as atterri à Monaco.
Non, pas tout de suite en fait. Dès que je fais le prêt à Bastia, je reviens à Troyes, donc après ma première année. Ouais. Troyes est toujours en Ligue 1. Ouais. Et du coup, le coach Furlan, il m'a fait bien comprendre les choses lui à chaque fois en me disant que malgré ma saison, parce que j'avais fait une saison complète pour ma première année en Ligue 2, il me dit qu'il compte pas trop sur moi encore, qu'il faut que je continue à m'aguerrir et qu'en gros, il me conseille limite de repartir à Bastia. En prêt, encore pour m'aguerrir et tout ça. Je repars en prêt, une deuxième année d'affilée. Génial. Je repars en deuxième annne d'affilée, donc personne ne s'attendait à ce que je revienne à Bastia. J'appelle le coach de Bastia, je lui dis écoute, je ne vais pas jouer à 3 en Ligue 1 encore, ils veulent que je m'aguerrisse encore. Et du coup, au lieu d'aller chercher un autre club de Ligue 2, je préfère revenir à Bastia où je me suis senti bien, où on avait fait une bonne saison, on s'était écroulé à la fin alors qu'on avait joué la montée. Du coup, je suis reparti à Bastia une deuxième année d'affilée en prêt. Et donc, tu as vécu la montée en Ligue 1 avec Monaco parce que tu étais en Ligue 2. Vous étiez en Ligue 2. Je l'ai vécu à demi-teinte. Ouais, c'est-à-dire. Je l'ai vécu à demi-teinte. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, à la période où les Russes y viennent, ils font le ménage. Ouais. Moi, j'ai pas fait partie du premier ménage, mais du deuxième ménage. C'est-à-dire quand ils sont arrivés, dans ma première année, ils sont arrivés en janvier. Ouais. Ils ont ramené une douzaine de joueurs, tu vois, mais pas à mon poste. Donc ça veut dire que moi, je continue à jouer, je jouais régulièrement. Après, la saison d'après, donc la saison 2012-2013, je continue à jouer. Il y a un nouveau coach qui arrive, Claudio Ranieri qui arrive. Et je coach. Oh putain, j'aurais jamais pensé, comme je joue à Monaco, que j'aurais eu un coach comme Ranieri dans ma carrière. J'ai eu Claudio Ranieri. Et Claudio Ranieri, quand il arrive, du coup, il y avait déjà beaucoup de joueurs qui arrivaient, il y avait encore pas mal de recrues. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, ça sent que ça va arriver. Ça commence à parler à des Boshingwa qui vont arriver. Ce jour-là, c'était une dinguerie sur le latéral droit. Je me suis dit, wow, si lui il arrive, je prends mon bagage direct d'équipe, je pars. Au final, ça ne vient pas. Il recrute à tous les postes sauf à mon poste. Moi, je suis là, je me dis, je suis tranquille, tu vois. Le coach, il a validé, je joue. Donc, les premiers matchs, je joue, titulaire. Paf, ça se passe bien, on gagne les matchs et tout. Et après, il y a un tournant que jusqu'à aujourd'hui, je ne pourrais jamais savoir. Okay. Incompréhensible, un tournant. Je fais tous les matchs titulaires et du jour au lendemain, je passe sur le banc. Et après, je passe de banc à rien, plus rien. Et donc là, jamais de discussion avec Ranieri. Moi, j'essaye, je tente. Ouais. Moi, j'étais pas bon en anglais, du coup, je vais avec un gars qui parle anglais, le team manager de l'époque, qui est toujours sur Monaco, et je lui dis voilà, on peut aller voir le coach pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui je joue plus. Du jour au lendemain, je passais titulaire à cave, tu vois. Et en gros, il me fait comprendre que ça vient du dessus. Ah, c'était au-dessus de Ranieri. Voilà, en fait, c'est simple. Ils sont arrivés, ils ont dit voilà, nous aujourd'hui, Marester, c'était plus assez clinquant pour le AS Monaco qui voulait monter, tout simplement. Ils n'ont pas peur des mots, surtout aujourd'hui que je suis retraité depuis 8 ans. Clinquant, Marester, c'était plus suffisant. Ils voulaient des noms qui. Tu vois, à cette époque-là, il y avait. Qui marchait bien, il y avait Medjani, même si ce n'était pas vraiment son poste, il voulait le faire venir et il allait sûrement jouer à ce poste-là. Bien sûr. Du coup, je suis passé de titulaire à banquette, sauf que c'est au mois de octobre, novembre, du coup, donc je ne peux plus partir, je suis bloqué, mais je ne joue plus. Donc voilà, je joue plus, je fais mes semaines d'entraînement, je sais que je ne vais pas jouer le week-end. Donc du coup, mercato, dernier jour de mercato, j'ai Avignon. Arles-Avignon, qui se manifeste, qui veulent me prendre, tu vois, parce qu'ils voient que je suis à la cave, que je joue plus et tout. Et là, la question, elle a été très simple. C'est le dernier jour de mercato, je sais que je suis à la cave, que je ne vais plus jouer de toute façon de l'année. Donc qu'est-ce que je me dis? Avignon, ils sont mal classés à cette époque-là, mais ils ont une très belle équipe. Attention, ils ont des Younes Abdelhamid qui fait une carrière de fou, ils ont TJ Savanier, que vous savez qui c'est. Ils ont des Hugo Rodriguez, Shauki Ben Sada, enfin, ils ont une vraie équipe. Alors ça n'avait pas bien fonctionné, mais une vraie équipe. Je regarde, je dis vas-y, je vais y aller. Je vais y aller. Un petit truc privé aussi, j'ai rencontré ma femme à cette époque aussi, qui vivait à Montpellier. Voilà, ça c'est cadeau pour toi, ami. Ça c'est cadeau. Et du coup, moi je fais vite le calcul. Tu vas rejouer un peu au football. Et tu vois, la fille que tu as rencontrée, elle à Montpellier, c'est à Avignon, Montpellier, c'est vite fait. Tu vois. À côté. Je me dis vas-y, c'est le moment. Vas-y, je signe que pour 6 mois. Tu vois. Comme ça, j'ai le temps de rejouer un peu au ballon. Après, je ne comptais pas m'éterniser à Avignon, tu vois. Et en même temps, je me rapproche de ma Dulcinée, tu vois, que j'ai rencontré le premier de l'an à Monaco, tu vois. Et du coup, ça se fait comme ça. Voilà pourquoi vraiment je signe à Avignon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question à un moment donné, comment ça se fait à Monaco, tu vas signer à Avignon. Et du coup, je pars à Auxerre, je signe 2 ans, du coup, à Auxerre. Et malheureusement, la saison, elle se passe pas très bien. Auxerre, ils descendent aussi de Ligue 1, ça faisait la 2e année qu'ils descendaient de Ligue 1. Ils avaient des objectifs de remonter, malheureusement ça se passe pas bien, on galère toute l'année. Le coach, donc Casoni, qui me fait venir, il se fait virer au mois de mars. Okay.
Nouveau coach qui vient, quand il arrive, j'étais suspendu 5 matchs, j'avais pris un rouge, j'étais suspendu 5 matchs, donc il fait son équipe, donc sans moi, qui est suspendu. C'est quoi cette histoire? J'ai pris un rouge, j'ai pris un rouge, j'en ai pris 5 très matchs. peu. J'ai pris 5 matchs de suspension. J'ai pris très peu de rouge dans ma carrière, j'en ai pris 2, dont celui-là. Mais celui-là, il m'a fait mal parce que je le prends donc avec Bernard Casoni, mais je prends 5 matchs de suspension. Le coach, il revient, je suis pas là, donc il fait en fonction. Et il y a les résultats, ça marche. Il fait jouer un joueur. Bon. Salut, petit à petit, Ouais. de côté. Moi, à cette époque-là, grosse tête de con, je le prends mal, tu vois. T'es jeune. Ah, je suis jeune, moi, mais j'ai été contre elle trop longtemps dans ma carrière, presque toute ma carrière. Et j'ai du mal à accepter. T'es un titulaire indiscutable, t'as un joueur, il fait jouer un joueur qui jouait jamais, vraiment, il jouait jamais. Et moi, je reviens, genre, j'ai plus ma place. Ah, j'ai eu du mal, j'ai eu du mal avec ça. Ça a été une période compliquée. Mais du coup, j'ai rien lâché, j'ai quand même récupéré ma place. J'ai récupéré ma place, j'ai bossé, et je lui ai montré que quand même, c'était moi le titulaire. Du coup, j'ai rejoué. Mais voilà, ça a été quand même une saison compliquée. Et à la suite de ça, je ne suis pas resté. Parce que déjà, comme je dis, le coach qui m'a fait venir, il s'était fait virer. Et après, voilà, je n'étais plus dans leur projet, quoi. Et voilà. Et j'ai eu l'opportunité de partir à Ajaccio rapidement. Donc voilà. Donc pareil, t'arrives à Ajaccio. Pareil, je signe 2 ans. Tu vois, tu me fais encore ma transition, Eric, je te remercie parce que... Je signe 2 ans. Comment tu l'expliques ça, ton changement de club successif, parce que tu as fait quand même beaucoup En de clubs fait, dans ta carrière. le truc, comme je te dis, c'est que voilà, tu signes 2 ans, mais le club qui te fait, le club et le coach qui te fait venir, au final, il n'est plus là. Le nouveau coach, peut-être, n'était pas dans ses plans. Moi, j'avais plus aussi cette envie de rester parce que lui, il était parti. Et voilà. Après, il y avait aussi des conditions à respecter par rapport à mon contrat qui n'ont pas été spécialement. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est dit c'était peut-être mieux de se séparer. Et en plus, quand je fais ça, j'ai pas de club encore. C'est-à-dire qu'on se met d'accord avec la direction que j'arrête. C'est-à-dire que ma dernière année, on la rompt. Moi, j'ai pas de club. Après, j'ai confiance en moi, j'ai confiance à mon représentant à cette époque-là. Je me dis, je vais trouver, mais quand je résilie mon contrat, j'ai pas de club. T'as pas de club. J'ai pas de club, voilà. Mon agent, il trouve l'accord avec eux. On lui explique que voilà, je me sens pas de faire ma 2e année pour toutes les raisons qu'on a. Et que voilà, il faut résilier mon contrat. Donc, il trouve l'accord. Et j'arrête, je résilie mon contrat. Strasbourg, Strasbourg. ton club de cœur. Mon club de cœur, pour moi, ça restera toujours 3. Ok. Ça restera toujours 3 parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps, c'est là où j'ai fait tout ce que j'avais à faire, jeune et moins jeune, où j'ai connu le plus de monde, où il y a des joueurs que j'ai encore contact avec eux du centre de formation. Franchement, mes meilleurs souvenirs restent au centre de formation. De toute ma carrière de football, ça reste au centre de formation. Pourtant, t'as rien, tu touches rien, t'as pas d'argent, t'as rien. Mais c'est les meilleurs moments parce que tu rigoles, tu fais un tas de conneries. Et voilà, et du coup, ça reste mes meilleurs souvenirs. Après, c'est le club qui me permet de devenir pro. Donc voilà, okay. j'y reste 4 ans. Je t'ai dit, je fais mon seul match de Ligue 1. Après, voilà, je fais montée, descente, nationale, champion. Pas champion, on finit pas champion, on monte en national. Je fais la montée aussi en Ligue 1, Ligue 1. Donc je trouve pas beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Donc forcément, c'est un club dans mon cœur qui est indétrônable. Mais Strasbourg, tu finis ta carrière. J'ai fini ma carrière et c'est le club où j'ai pris le plus de plaisir par contre. Donc c'est pas le club de cœur, mais c'est le club où vraiment j'ai pris le plus de plaisir parce que c'est le club où tu le sens plus que tu es un footballeur professionnel. Parce qu'il y a une ferveur incroyable. Il y a une ferveur incroyable, les supporters ils sont magiques. Tu vas, il fait moins 10 degrés, ils sont torse nu, le COP c'est son torse nu. Après j'ai eu aussi la chance de tomber sur des belles époques parce que je fais les 2 ans, mais les 2 ans on finit champion. Donc quand tu es champion à Strasbourg, tu es champion, c'est-à-dire j'arrive en national. Ça aussi, peut-être les gens n'ont pas compris, tu pars d'Ajaccio en Ligue 2, tu es un joueur confirmé de Ligue 2 et tu vas signer en national. Je n'ai pas signé au pif à Strasbourg. Tu regardes les images de Strasbourg, à domicile, guichet complet, guichet fermé, tous les matchs à domicile. Ils le rendent très bien. Et l'année de national, avant que j'y signe, ils font ça. Ils loupent la montée à quelques points, ils finissent 4e, ils font une grosse saison. Et du coup, Marc Keller, il décide de faire une grosse équipe pour la saison d'après, pour être sûr de monter. Enfin, être sûr de monter entre guillemets, on n'est jamais sûr, mais il fait un recrutement pour. Et du coup, moi, j'ai l'opportunité d'y aller, tu vois. Je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. J'ai réfléchi et je me suis dit, allez, c'est peut-être le bon moment. C'est pas grave, tu recules, mais c'est Strasbourg. Tu as de grandes chances de monter. Ouais. Bon, il fait moins 10 000 degrés. Moi, je suis à Ajaccio, tu vois. Donc, tu te dis, bon, ma femme aussi, elle s'est dit, quand même, tu partais à Ajaccio. Oui, il y a madame. Oui, il y a madame. Avec madame, oui, parce que cette dame-là, au final, on s'est mariés. Donc, on vivait ensemble, on a vécu ensemble très rapidement.
Et du coup, je l'ai fait vivre à Ajaccio. Et après, je lui ai dit, écoute, on va aller en national et à Strasbourg. Voilà. Quand même. Hein Donc, tu descends d'un cran et tu me ramènes dans le froid. Écoute, je le sens bien, il y a un truc à faire. Et au final, je ne me suis pas trompé. Parce qu'on finit champion. Alors qu'on a commencé le début de saison très difficilement. Tout le monde nous attendait. Donc, tout le monde nous. Premier match, on prend 4-1 à Dunkerque. Alors qu'on est favori du championnat. On se fait laver, bien comme il faut. Et du coup, on a un début de saison un peu difficile, tu vois. Mais au final, on finit champion. Avec la meilleure défense, ça il faut quand même le souligner parce que je fais partie de la défense. On finit. Dedans. Je suis dedans, meilleure défense du championnat. On prend 36 buts. C'est très peu dans une saison. Okay. On finit champion avec la meilleure défense. L'une des pires attaques, bizarre, hein, mais en tout cas on ne faisait pas partie des meilleures attaques. Je crois troisième plus mauvaise attaque. Mais comme on avait une défense de fer, le tout a fait qu'on a pu monter. On finit champion. Donc champion national. Et l'année d'après, champion de Ligue 2. Donc, magnifique. Voilà, je finis ma carrière avec deux titres de champion. Deux titres. Deux titres de champion. Donc, a priori, tu la rends bien parce que j'ai une anecdote sur toi qui me dit que tu aurais donné ton numéro à un supporter un jour. Oh putain. C'est quoi cette histoire? Oh putain. Franchement, on va dire que j'ai été un joueur, je pense, particulier dans le sens où... c'est ce qu'on dit de toi. Où je me suis... après, j'ai fait une carrière, je pense que j'étais un joueur lambda. Je n'ai pas fait une grosse carrière. Je pense que quand tu fais une grosse carrière, tu dois te mettre des limites et des barrières. Tu ne peux pas parler avec tout le monde, tu dois faire attention quand tu sors, etc. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'être un joueur lambda, donc du coup, je ne me suis jamais pris pour un autre. Le statut de footballeur, c'est bien, mais je pouvais aller chercher ma baguette, je peux parler avec les supporters, rigoler avec eux, faire tout ce que je voulais. Et ça m'est arrivé à Strasbourg de donner mon numéro à un supporter parce qu'il avait besoin des fois de me demander une place ou un maillot. Et du coup, j'ai dit, tiens, prends le numéro et je te dirai si je peux avoir une place. Incroyable. Mais parce que voilà. Mais c'est toi en même temps aussi. Après, je crache pas sur les autres qui se mettent des barrières et qui vont pas trop être avenants vers les supporters. Parce que je pense que quand tu es à un certain niveau, tu es obligé de faire ça. Mais moi, ma carrière m'a permis d'être ouvert aux autres et de rester simple. Et moi, ça me convenait très bien. Tu vois, aujourd'hui, on voit des joueurs comme Mbappé, etc. C'est des joueurs... quand il dit qu'il ne peut pas acheter une baguette de pain, moi j'aurais été triste de me dire que je ne peux pas aller acheter ma baguette de pain, tu vois. Après, voilà, il a la vie qui va avec et tout. Mais, c'est ça. Mais voilà, moi aujourd'hui, voilà, je suis content et fier de la carrière que j'ai eue. Et voilà, j'étais un joueur très simple et accessible. Tu as inscrit un but en championnat. Toute ta carrière. Attends, tu comptes quoi dans les 1 but? Moi, dans mes statistiques, moi, j'ai 1 but. C'est quoi cette histoire encore? Là, il doit avoir un petit problème. Parce que le but que tu as, il est où, à Bastia? Il est à Bastia. Ok. Du coup, c'est qu'en championnat. Donc si c'est en championnat, c'est accepté alors. C'est accepté. C'est le seul. Mais attends, national, ça compte pas? Moi, championnat. Parce que national, il faut savoir, national. Oui, parce que moi, ça me dit Bastia. Mais voilà, moi, je vais te rajouter quelque chose quand même. Okay. Parce que Bastia, ok, ma première saison, je mets un but. Et après, l'année donc A3 en national, saison 2009-2010, je mets un but, une reprise de volée incroyable dans le jeu. Elle est magnifique. Celle-là, tu dois la trouver parce que c'est en national. Et voilà, on est en national, mais je suis à 3, on a encore le statut pro, donc je sais pas, je pense qu'il faut le comptabiliser. Après, c'est moi. Hein. Bon, mais okay. C'est toi qui... Pour moi, je dirais 2 buts quand même. C'est faible, c'est maigre, mais je dirais 2 buts. Ta plus grande fierté dans ta carrière, Eric? Si maintenant, tout de suite, je te demande. Plus grande fierté, d'avoir été pro déjà. Ouais. Déjà d'avoir été pro, parce qu'au final, tu te rends compte. Déjà avec le temps, je te dis, le parcours de mon frère, quand je vois que le talent qu'il avait, qu'il n'y est pas passé, je me dis, toi, tu as eu la chance de l'être. Après, je dis, je faisais pas partie, j'étais peut-être pas le plus talentueux non plus, mais j'ai réussi. Et pour moi, d'être pro, c'est une fierté. Je sais qu'il y a des millions d'enfants qui rêvent de ça. C'est que voilà, quand tu es au centre de formation, puis tu as des potes, et qu'au final, vous êtes peu d'élus. Donc déjà, cette première signature pro, déjà pour moi, c'est exceptionnel. Et après, en souvenir, tu retiens toujours les victoires. Donc forcément, quand toutes les montées que tu vis, comme si je finis à Strasbourg avec 2 montées, celui de Monaco, même si c'était en demi-teinte, j'ai quand même fait les 6 premiers mois. Donc champion aussi. Donc voilà, tous les titres, ça reste les meilleurs souvenirs pour moi. Mais comme je te dis, avant d'être pro, il y a le centre de formation. C'est là. C'est le centre de formation vraiment. Et donc Eric, si tu as un match, si demain tu pouvais revivre un match dans ta carrière,
Ça serait lequel? Ah, Monaco, le premier en Ligue 1. C'est le seul. En plus, je rentre, je suis remplaçant. Écoute bien, je suis remplaçant. Je rentre en même temps que Gallardo. Donc, pour ceux qui connaissent, ils vont se dire, ah ouais, Gallardo, je rentre. Donc, j'ai mon gros numéro 33. Lui, il a son petit numéro 8. Il rentre, je m'échauffe à côté de lui. À l'époque, et on rentre en même temps. Ah, ça, je le fais tous les jours. Mais on a pris 6 en plus. Hein. On a pris 6 Mais peu importe. Peu importe. Je refais celui-là, Ouais. la même, j'ai 18 piges, j'y vais tranquille. À Monaco, il faisait beau, c'était au mois de mai, dernier match. Bon, on descendait, hein. Mais moi, c'est mon premier match en pro, en Ligue 1 à Monaco. Ok. Je refais celui-là tous les jours. J'ai dit, je rentre en même temps que Gallardo à 63e minute, un truc comme ça. Donc, sans hésiter. Ton style de jeu, Eric, comment tu le décris aujourd'hui? Et si je devais te demander un peu tes forces, tes faiblesses, dans ton style de jeu à toi? Mon style de jeu actuel, au FC Moussac ou quand j'étais pro? Quand tu étais pro, et puis là, même au FC Moussac, on peut... Bah, Parler de tout, quoi. quand j'étais pro, c'est particulier parce que comme tu l'as si bien dit, je suis formé offensif. Ouais. Et au final, j'ai été un latéral très défensif. Donc c'est paradoxal. Je me dis, normalement, le mec, il est habitué à monter, il va beaucoup monter. Et pas du tout, en fait. Moi, j'étais pas du tout dans ce rôle-là. En fait, à partir du moment où j'ai accepté le fait d'être défenseur, je me suis mis en mode défenseur. Et moi, le but dans un match, à moi, c'est que mon adversaire direct, il passe une sale soirée. Une sale après-midi, peu importe à quel moment on joue, pas qu'il passe un sale moment. Et j'étais pas dans l'optique comme maintenant, les joueurs d'aujourd'hui, les latéraux, c'est plus des contre-attaquants. Ouais. Il faut marquer, il faut faire des passes D, il faut être des Hakimi, tu vois. Moi, je n'étais pas du tout dans ce rôle-là. Moi, tu dis, je compte me rester aujourd'hui, la flemme. Voilà. Et moi, je suis resté dans cette optique-là. Et aujourd'hui, quand j'en recroise comme ça par hasard et tout le temps, là, j'en ai croisé un. J'étais à Monaco là, cette semaine là, pour la Ligue des Champions. J'ai croisé un ancien joueur, Rivière. Direct, il a dit ça, Marester, peut-être t'es chiant sur le terrain. Tu vois. Et c'est l'image que les gars ils ont de moi et ça revient souvent. C'est que j'étais un petit poison. Mais après, voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais eu du mal à m'imposer dans le nouveau style de jeu qu'on demande aux latéraux parce que voilà, il faut beaucoup attaquer. C'était vraiment pas mon style. Moi, c'était dur sur l'homme, dur au duel. J'avais une relance correcte parce que j'étais quand même un joueur offensif de base, mais j'attaquais pas beaucoup. On dit toi, tu étais un homme de l'ombre sur le terrain. Ouais, parce que on n'allait jamais dire oh putain, il a été trop fort aujourd'hui ou voilà, je faisais mon boulot. Voilà, et en tout cas, les coachs que j'ai eus, tous les coachs que j'ai eus et dans tous les clubs, en général, j'ai toujours fait beaucoup de matchs. Donc, c'est-à-dire que les coachs, ils ont compté sur moi et voilà, j'ai souvent été un titulaire. Même si à des périodes où j'étais un peu sur le banc, mais j'ai toujours fait une trentaine de matchs. Donc, quand tu as fait une trentaine de matchs dans tes saisons, c'est que le coach, il a compté sur toi et que tu as été pas trop mal, tu vois. Et du coup, il n'y a pas eu meilleur que toi, en tout cas, à ton poste. Et du coup, bah voilà, j'ai toujours fait mon boulot, mais voilà, t'es pas jamais été le joueur qu'on va parler que de lui ou on va dire du mal. Voilà, j'étais le gars qui était là, qui faisait son boulot dans chaque équipe où je suis passé. Aujourd'hui, le style de jeu qu'il y a dans le monde actuel, si je dois te parler de data, de XG, ça t'évoque quoi? Oh purée, la galère. C'est vrai? Oh purée. C'est quoi, moi à l'époque où je jouais encore, Ouais. on nous demandait de temps en temps, sur les séances physiques, de mettre le truc là, GPS, le cardio, pour voir à quelle intensité tu vas monter, tout ça et tout. Ok. Et c'était occasionnel, et c'était, si tu voulais, tu vois, des fois là, ils forçaient pour certaines séances, mais c'était occasionnel. Ouais. Là aujourd'hui, c'est plus occasionnel, c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, ils doivent à toutes les séances faire ça, pour voir à quel rythme il est. En match aussi, les portées. Nous, en match, ceux qui voulaient mettre, ils mettent. Mais aujourd'hui, tout est calculé. C'est-à-dire que quand tu es un joueur, tu sais que quoi qu'il arrive, on va savoir ce que tu as fait dans le match. Et c'est ce qui va faire que limite, tu as fait un bon match ou pas fait un bon match. Et tu penses que ces data, ces XG, peuvent déterminer si on prend un joueur ou pas dans un club? Aujourd'hui, je pense que ça joue beaucoup. Ouais, ça Alors joue je pense qu'ils ne se basent pas que sur ça, mais en tout cas, ils regardent ça. Ça, c'est clair et net. Ils regardent ça. Et moi, comme je faisais par rapport à mon jeu, bah, moi, j'étais mort. C'était un latéral droit, ok, il gagne ses duels, mais il ne me fait pas un centre du match. Et j'aurais pas pu jouer. D'où ma question. Ou très peu. Donc, Tu penses que tu aurais été pro ou pas, en toute franchise? en toute franchise, peut-être qu'à cette période, j'aurais pas été. Ok. Par rapport à ce système-là, peut-être que j'aurais pas été. Parce qu'aujourd'hui, comme je te dis, ils ne demandent plus au latéral d'être bon. Ils préfèrent qu'il fasse 10 centres, même si c'est les Champs-Élysées sur son couloir. Ça Ok. passe. Moi, c'était pas les Champs-Élysées. C'est plus le même Ah, football. c'est plus le même football. Donc je pense que moi, j'aurais été un bon joueur à l'époque quand les 4 défenseurs, c'était des stoppers, tu vois. Numéro 2, dur, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Timeco, tout ça. Des trucs solides qu'on ne demande pas d'attaquer. Tes défenseurs, tu défends bien. Je pense que j'aurais fait une meilleure carrière, sûrement, ou pas, hein, à cette époque-là où on demandait aux défenseurs de que défendre et aux attaquants d'attaquer, qu'aujourd'hui où les défenseurs, c'est des numéros 10, des vrais numéros 10. C'est les vrais joueurs, les vrais latéraux, dans les plus grands clubs, même dans les clubs moyens. On demande aux latéraux de beaucoup participer et voilà, ça n'a pas été mon cas. Donc
je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas été dans les plans. J'aurais pas été dans les plans des gars, je pense. Même allez, je vais pas dire au plus bas. Regarde, moi, au FC Moussac, aujourd'hui, nous, les mecs de couloir, ils doivent monter. Hein. On est au FC Moussac. Même au FC Moussac. Oui, oui, oui. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'il y a un tactique, quand lui, là, tu redescends, mais quand c'est de ton côté, tu dois y aller. Ok. Donc le style de jeu vraiment a été modifié. Voilà, maintenant avec le temps. c'est partout pareil. Donc moi, à mon époque, les latéraux, ils devaient monter, mais c'était pas non plus une obligation. C'est pas Comme je régulier. dis, moi, mon coach, il savait que quand c'était Marester, tu n'allais pas avoir 10 centres de mon côté, mais ça allait. Après, peut-être si j'avais un concurrent qui faisait que ça et qu'il trouvait meilleur, il l'aurait fait. Mais moi, à mon époque, ça passait encore. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut plus passer. Le latéral, il faut que tu sois capable de tout faire, je pense, aujourd'hui. Vraiment. Donc, Et cette génération réseau aussi. Parce que je t'ai parlé de la data, des XG, mais ces joueurs réseau, un peu. bah, Qu'est-ce que t'en penses? les réseaux, c'est. Qu'il n'y avait pas à ton époque. Qu'il n'y avait pas, et j'ai envie de te dire encore heureux. Ouais, j'ai envie de te dire encore heureux. Ouais. Comme je t'ai dit, moi j'étais un joueur lambda, et moi j'ai aimé, malgré le fait d'être un joueur, pouvoir faire ma vie normalement, sans que, ça y est, t'es parti là, à droite, à gauche, t'apparais sur les réseaux, ou, tu vois. Moi, voilà, après c'est pas une fierté, j'étais comme j'étais. Moi j'étais un joueur qui profitait, c'est-à-dire que je profitais, je pouvais sortir, victoire, on va la fêter. Je n'ai pas besoin d'atterrir sur les réseaux, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire grand-chose. Alors, bon, les joueurs, les top joueurs, j'en parle pas, mais même joueur lambda, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il suffit que voilà, tu aies un endroit où tu n'es pas censé aller, entre guillemets, tu finis sur les réseaux. Donc non, même pour ça, même moi, ça me conviendrait pas de jouer maintenant. Pas aujourd'hui le Eric que je suis, parce que bien sûr, je suis calme, je suis un père de famille, j'ai 4 enfants, donc je suis plus le même Eric. Mais à l'époque où je jouais, ouais, j'ai profité de ma vie et de ma jeunesse, même si j'étais footballeur. Ouais. Et donc aujourd'hui, comment tu la vis ta retraite? Sportive, entre guillemets, même si tu continues à jouer au ballon franchement, et que tu es dans ce club-là. Je la vis super bien. On dit tous qu'il y a une petite mort quand tu arrêtes ta carrière. Ouais. Ils appellent ça la petite mort, qu'il y a beaucoup de dépression. Et ça, j'ai pu le voir chez certains collègues, hein, une petite dépression, de se dire, putain, ça y est, tu n'as plus un statut qui importe aux gens. Parce que quand tu es footballeur, tu es un peu quelqu'un dans la vie. Et même à mon échelle, hein, quand tu es footballeur, tu es footballeur, tu vois, c'est pas rien. Donc du coup, le rêve de beaucoup de gamins. Voilà, du coup, quand tu passes dans l'ombre, ça fait bizarre à beaucoup de monde. Moi, honnêtement, ça m'a pas fait ça. Ça m'a pas fait ça. Comment tu l'expliques? Parce que comme je t'ai dit, pour moi, j'ai commencé, j'étais content d'être footballeur, mais c'était une chance. J'ai pas été un génie, j'étais prêt à l'arrêt, je me suis préparé à tout ça. Et aussi, avant d'arrêter, j'avais déjà plus ou moins l'idée de ce que je voulais faire après. Okay. Et du coup, je m'y préparais en fait petit à petit. Déjà à 30 ans, déjà, je me disais, c'est bientôt fini, prépare-toi, crois pas. Tu vois, ça ne dure pas toute ta vie, tu vois. Et voilà, donc petit à petit, je me suis préparé. Et au final, quand j'ai arrêté, donc j'ai arrêté à Strasbourg là, en 2017, l'arrêt s'est fait rapidement. C'est-à-dire en 2-3 discussions avec mon agent et ma femme, je savais que j'arrêtais. Ça s'est fait trop rapidement. Et oui, comme tu dis, tu t'étais préparé. J'étais préparé. Ouais. J'ai pas eu de proposition qui me plaisait. J'ai pas d'opportunité qui me convenait. Tu sais, quand tu sors de Strasbourg avec ce qu'on avait vécu, j'avais pas envie d'aller dans un club où j'avais pas d'ambition, où j'allais galérer. Enfin, je me suis dit, c'est bon, ça faisait 14 ans que j'étais pro. Je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais faire. Je pense que je pouvais pas faire mieux non plus à cet âge-là. Du coup, je me suis dit, ça y est, arrête Eric, qu'est-ce que tu vas forcer? En prenant en compte ta génération à toi, ton monde à toi, ton football à toi, et le football d'aujourd'hui, toi aujourd'hui, dans ta position, avec ce que tu as vécu, le conseil que tu pourrais donner à un footballeur, un jeune footballeur qui rêverait de devenir professionnel? En fait, je pense que déjà, ils sont obligés de faire avec les réseaux. Ils ne peuvent pas faire autrement aujourd'hui. Je ne peux pas dire à un jeune, regarde pas les réseaux. Malheureux ou pas? Non, il faut s'adapter. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, nos enfants ils vont faire des trucs encore plus fous. Il y aura d'autres trucs encore plus fous que ça. Je pense que ça évolue tellement vite. Mais non, ils sont obligés de faire avec. Mais je pense que ce qui reste le plus important, ça reste toujours le travail. En fait, même si à les réseaux aujourd'hui, si tu ne travailles pas, réseau ou pas réseau, tu peux regarder ce que tu veux, tu ne vas pas réussir. Le travail, donc comme je te disais, moi j'ai profité de ma jeunesse, j'ai fait les 400 coups, mais j'étais un bosseur. C'est-à-dire que moi, tous mes coachs, sans exception, savent qu'à l'entraînement, je viens à l'entraînement. Aujourd'hui encore, à FC Moussac, ils savent très bien que je vais aller à l'entraînement, que je suis un ancien pro et que je m'en fous du statut que j'ai pu avoir. Je donne tout à l'entraînement. Bon, il faut un peu aménager mon genou, mais voilà, je donne tout à l'entraînement. Et en fait, pour moi, tout passe par le travail. Après, voilà, chacun a son étoile. Je pense que le travail, le talent, c'est, allez, je dirais
20%, mais après, il y a plein d'autres paramètres, je pense, qui rentrent en compte pour devenir pro. Il y a des joueurs, comme je t'ai dit, que j'ai rencontrés, qui étaient beaucoup plus talentueux que moi, qui travaillaient aussi et qui n'ont pas réussi. Parce que, à un moment donné, soit trop blessé, le mauvais conseil de l'agent, le coach qui t'a pas fait confiance au moment. Enfin, il y a plein de petits trucs qui font que tu fais carrière ou pas, ou une très belle ou pas une belle carrière. Il y a, je pense, vraiment plein. Après, il y a les génies qu'on connaît tous dans le football qui fait que quoi qu'il arrive, ils vont faire carrière. Après, pour un joueur lambda, entre guillemets, il y a plein de paramètres. C'est-à-dire ton talent. Moi aujourd'hui, je ne sais pas s'il va regarder ce podcast ou pas, mais moi j'ai un joueur avec qui je joue au FC Moussac, qui pour moi aurait dû faire carrière. Quand je vois le style de joueur que c'est aujourd'hui, tu vois, il a 29 ans ou 30 ans. 29 ou 30 ans, il s'appelle Slimane. On m'avait prévenu qu'il y avait de très bons joueurs ici, et quand je suis arrivé, premier entraînement, j'ai vu la qualité déjà de l'ensemble du joueur, tu vois, et j'ai vu ce joueur, je dis, ah ouais, quand même, genre en D1, c'est le niveau D1, c'est le 9e niveau de... Je dis, ah ouais, quand même. Et après, là, au fur et à mesure, déjà, ça va faire un an que je joue avec lui, je me dis, ce joueur-là, on a vu tous les jours, il pouvait jouer en pro. Il pouvait jouer en pro. Pour moi, tous les jours, un joueur comme ça, il pouvait jouer en pro. Et pourtant, je crois que le plus haut niveau qu'il a dû jouer, c'est peut-être un 3 ou un 2, je sais même pas. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que le talent c'est une chose, mais après il y a des choix de vie. Après il y a des mecs qui n'ont pas envie d'être footballeurs. Hein. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas envie, voilà, ça ne les intéresse pas. Ils jouent pour le plaisir, ils n'ont pas envie de... Parce que c'est aussi des sacrifices quand tu es footballeur. D'être au centre de formation, à 15 ans, tu dois avoir une vie de bonhomme alors que tu es un gosse. Quand tu es pro, il y a des concessions à faire, même si tu as une vie, mais tu as plein de concessions à faire. Les déplacements, c'est pas toujours cool de les faire. Tu vois, tu es loin de ta famille. Enfin, il y a plein d'inconvénients. Et des fois, il y a des gens qui n'ont juste pas envie de ça. C'est possible, c'est aussi possible, tu vois. Il y a un joueur comme ça, et ce jour, je vais d'ailleurs lui poser la question, un de ces quatre. Bah, tu lui poseras. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, lui, il n'a pas eu un cursus qui fait qu'il a été au monde professionnel? Parce que vraiment, et j'ai dit, il y a plein de joueurs talentueux, mais lui, vraiment... Ma transition est parfaite. Quel joueur tu as admiré ou tu rêverais de rejouer un jour avec lui, dans toute ta carrière? S'il y en a un qui t'a marqué. Et pourquoi cette question-là, elle est très difficile, parce que je suis sûr, dans ma carrière, c'est une carrière de joueur lambda, mais j'ai eu des joueurs quand même phénoménaux. Ou adversaires, hein? Ou adversaires, même des joueurs que j'ai joués contre des joueurs phénoménaux. C'est dur d'en sortir un, laisse-moi en deux au moins. Allez, deux. Allez, deux, c'est toi, Eric, deux. Allez, deux. Deux, franchement, je vais te prendre Ferreira Carrasco, Yannick Ferreira Carrasco. Ouais. Rapidité. Que j'ai eu la chance de rencontrer à Monaco, il faisait mal. En plus, tu vois où il jouait, moi je jouais latéral droit, donc quand je l'avais sur mon côté à l'entraînement, c'était très chiant. Il ne fallait pas lui faire mal parce que c'était le chouchou de Ranieri en plus, donc du coup c'était compliqué. Et lui, j'ai très vite vu qu'il allait faire une très belle carrière. Et je vais te citer un autre joueur qui a l'opposé de ce joueur-là, le même poste, et qui fait pas du tout la carrière que je pense qu'il aurait dû faire, Paul-Georges Ntep. Ah ouais? Je pense que c'est difficile de faire un joueur plus complet que ça. C'est une machine de guerre, avec des cuisses comme ça, il allait à 3000 à l'heure. Techniquement, il était bon. Il allait vite, il sautait haut. C'était une machine de guerre. Et pareil, quand j'étais à l'entraînement, quand je jouais avec lui à Auxerre, j'étais dégoûté. Je me disais, putain, il joue contre lui aujourd'hui, c'est chiant. Je disais au coach, vas-y, change d'équipe, tout ça, parce que intenable le mec, un poison. Lui, s'il décidait de te mettre à poil à l'entraînement ou en match, crois-moi, il te mettait à poil. C'est pas vrai. Je te jure, Paul-Georges Ntep. C'est celui en qualité qui m'a le plus impressionné. Et je te dis, j'ai vu des Ocampos qui a fait une belle carrière et pour moi, je préfère largement charger. Et attention, je ne manque pas de respect, très bon joueur. Je préférais largement avoir Ocampos au marquage qu'Ntep. Quand il était énervé, crois-moi que tu allais mal dormir. Je te le dis. Je te cite une petite anecdote avec lui d'ailleurs. D'ailleurs, quand je jouais à Auxerre avec lui, c'est simple. Nous, on devait faire tourner le ballon, trouver l'opportunité de le trouver pour qu'il fasse la diff. En fait, c'était très simple. Tu vois, on jouait, tac, tac, tac. Dès qu'il est libre, mets-lui le ballon. On joue à Bollaert contre Lens. On prend une volée, on prend 4-1. Mais Paul-Georges Ntep, à lui tout seul, il a fait sortir 2 latéraux, frère. Comboré les a sortis 2 fois parce qu'il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus, il y en a un, il l'a mis à poil. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront s'ils voient ce podcast. Et il y en a un qui est rentré, qu'au bout de 15 minutes, il a dit à son coach, il pouvait plus. Voilà, ça c'est Ntep. Vraiment, je te jure. Et il y en a plein, j'ai rencontré des joueurs qui étaient bons, qui ont des qualités, mais lui, pour moi, en qualité, pour moi, c'est ce que moi, en tout cas, j'ai rencontré qui se faisait de mieux en termes de qualité. Tu vois. Et pourtant, il n'a pas fait une carrière exceptionnelle. Tu vois. Il fait Rennes. À Rennes, il a fait du sale quand même. Tu vois. Après, il va à Wolfsburg et je crois qu'il s'effondre là-bas. Mais je pense que ça a été autre chose que le football, lui. Après, ça l'appartient. Je sais que l'Allemagne, c'est très strict et tout au niveau des règles et tout.
Lui, je pense que c'est un joueur qu'il faut lui laisser un peu plus de champ libre, de liberté, de choses à faire. Mais ouais, en termes de talent, Ntep, pour moi, dans ce que j'ai pu rencontrer, Ntep. Cette phrase, c'est simple, tu vois, c'est comme je te dis, moi, déjà, j'aurais jamais pensé jouer dans un club amateur dans ma vie, déjà, parce que j'ai arrêté en 2017. Et sur une discussion anodine avec un gars de mon village, il me dit ouais, mais pourquoi tu viens pas jouer dans mon équipe? Je dis c'est quoi ton équipe? Il me dit FC Moussa que je connais pas. Je dis c'est quoi FC Moussa? Il me dit on joue en D1 et tout, tu vas voir, bien, c'est bien et tout. Je lui dis vas-y, appelle ton coach, dis-lui je vais venir faire un essai, tu vois. La semaine prochaine, l'entraînement c'est mercredi, vendredi. Je dis je viens mercredi faire l'essai, tu vois. Et du coup je viens et au final, bah, tu vois, je tombe sur ce groupe de gars, ces deux coachs qui sont bien, avec une séance bien, tu vois, bien organisée. Ouais, bien structurée, tout ça. Bien structurée, petit tour de terrain, petite concert, enfin, c'est une bonne séance, tu vois. Et voilà. Et après, je comprends vite qu'au final, voilà, s'ils ont mis ça, c'est que l'année avant où j'arrive, ils font un super parcours en Coupe Gare-Lozère, où ils perdent 4-1 ici. Ils finissent à 4-4 et gagnent au penalty. Et après, ils vont en finale contre Aigues-Mortes, où ils vont au penalty et voilà, ils perdent au penalty, mais contre une équipe qui est bien au-dessus de 2, je ne sais plus, 3-4 divisions au-dessus, tu vois. Et du coup, bah, c'est pour ça que voilà, impossible n'est pas Moussa, quoi. Parce que voilà, 4-1, bah, tu peux revenir et voilà. Cette phrase, elle montre bien les valeurs de ce club. Pour te retrouver, c'est ici le dimanche, quoi. Écoute, quand je suis sélectionné, ouais, parce que voilà, tu vois, il y a des fois, franchement, pour je te dis, un club de ce niveau-là, il y a un bon groupe. Les coachs, comme au niveau, ils doivent faire des choix et voilà, des fois, tu peux être dans le groupe comme ne pas être dans le groupe. Ce week-end, ils ont dû mettre aussi des joueurs en réserve. Voilà. Moi, j'étais sur le banc ce week-end, tu vois. Ouais. Parce que voilà, il y a d'autres joueurs qui sont aussi bons que moi aujourd'hui et du coup, ça tourne. Voilà, on a un bon groupe et voilà, donc oui, le dimanche en général, on doit me trouver là, mais on peut me trouver aussi sur le banc de touche ou peut-être chez moi. Voilà. Eric, merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci d'être C'était un grand plaisir. Sur notre podcast, là, Addict au foot. Merci à toi. Merci beaucoup. On se voit bientôt sur un terrain, ici. Bon, allez, avec plaisir. Merci beaucoup, Amine. Merci.